Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le projet hydroélectrique de Koukountamba, quel impact et enjeu? La question était au centre d'une rencontre impliquant le gouvernement et la société civile. En toile de fond, réfléchir sur comment épargner les populations riveraines des conséquences du barrage hydroélectrique. Précision à suivre dans ce journal. Insécurité, le phénomène persiste et endeuille des familles. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été froidement assassiné dans la nuit du 24 au 25 décembre à Manéa, dans le secteur Koba, suite à une attaque en main armée. Enfin, les travaux sur les voiries de Kouroussa et de Sigiri avancent. Les entreprises sont dans le délai contractuel. Les citoyens, eux, saluent cette avancée sur le terrain. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. Quel impact et enjeu du projet hydroélectrique de Koukountamba? Le sujet était au cœur des débats entre le gouvernement et certaines organisations de la société civile et autres. Une note d'information a été lancée ce samedi à Conakry à cet effet par CECID et International Reverse. L'objectif visé est d'épargner les populations riveraines des conséquences du barrage hydroélectrique de Koukountamba. Justin Leno, Abdoulaye Kamara. C'est une note d'information sur le projet d'aménagement hydroélectrique de Koukountamba qui vient d'être lancé. CECID et International Rivar font la lumière sur les impacts et les enjeux du projet de construction du barrage hydroélectrique de Koukountamba sur les populations riveraines. La situation et de l'emplacement du site du projet qui en son état, il faut bien le préciser, est censé toucher l'équivalent de 18 000 terrains de football dans la superficie du parc national du Moyen-Bafing. Le barrage de Soapiti a fait des victimes et Koukountamba est en controverse depuis sa proposition et doit être reconsidéré à la lumière d'un certain nombre d'insuffisances fondamentales. D'abord, son prix de 812 millions de dollars ne peut pas justifier la quantité d'énergie qu'il serait capable de produire, d'après la note d'information de CECID et International Rivar. L'État guinéen entame un autre processus de barrage en Guinée, pendant que nous, les riverains de Soapiti, nous sommes là tous les jours sur les haut-parleurs, les micro-zones, disons des radios et autres là, en train de crier haut et fort que ça ne va pas. La note se veut être un appel aux autorités compétentes et aux partenaires internationaux du projet afin de trouver des solutions durables et éviter une catastrophe écologique qui mène en devenir. Nous avons proposé des options énergétiques durables qui ne nécessitent pas ou qui éviteraient autant d'impact sur l'écosystème, l'environnement et tout ce qui suit. Selon le gouvernement, les 3/4 de l'électricité de Koukountamba seraient exportés. Seul le quart des 294 MW du barrage serait réservé à la consommation en Guinée. L'insécurité bat son plein en dépit des mesures prises par les autorités à Conakry. Le phénomène persiste et endeuille de nombreuses familles. Dernier cas en date, l'assassinat à Manéa, dans la préfecture de Koya, d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années par des inconnus armés. L'acte s'est produit dans la nuit du 24 au 25 décembre. Reportage Ali Badra Kamara, Ibrahim Assouma. Lucie Rabat et son mari ont reçu une visite inopineuse des inconnus dans la nuit du jeudi à Manéa, une sous-préfecture de Koya. Le crépitement des balles dans leur cuisine a soudain coupé leur sommeil. Les visiteurs, selon les témoignages, ont pris le contrôle du domicile en proliférant des menaces. S'en est suivi alors le drame. Tout d'un coup, ils ont trimballé mon mari dans la chambre des enfants. Ils ont commencé à le frapper. Donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. Et j'avais 1 million. J'ai dit, prenez les 1 million avec les téléphones. Il dit, non, on ne veut pas de téléphone. On veut juste l'argent. Il dit, retenez l'argent. Alors j'ai pris l'argent, je les ai remis, ils ont pris. Dès que je demande pardon, dès que je les fixe pour leur demander pardon, ils me giflent. Ils m'ont giflé plus de 4 fois. Et quand ils me giflent, c'est les gifles très fort que je perds même la vision.
Mon fils de 7 ans a supplié, tonton ne tuez pas mon père. Tout d'un coup on a entendu un grand bruit, paf, ils l'ont tiré. Aussitôt, mon mari s'est abaissé, il est tombé. Jorsten Loua a été juste là le gestionnaire de l'imprimerie catholique de Guinée et un agent du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il a participé à plusieurs impressions des différents rapports nationaux sur la réconciliation nationale. Et je suis restée là avec le corps de mon mari, avec mes enfants autour du corps de mon mari dans la chambre à 2 heures dans les bancs. Il était maintenant 2h30 comme ça. Ils ont pris tous mes téléphones. Je n'ai même pas de comment appeler quelqu'un que mon mari a décidé. 2 jours après l'assassinat, les impacts des balles sont encore visibles sur le mur. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que certains membres de la famille seraient sous l'audition pour des fins d'enquête. Et puis cet autre drame, un incendie s'est déclaré dans la matinée du vendredi à Tombolia, dans la commune de Matoto. Une maison et son contenu sont partis en fumée, pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Djene Bemba Koulibaly, Ibrahima Souma. Il était 17h30 quand les flammes se sont déclarées dans la famille Bangoura. Selon une des victimes, le feu a été maîtrisé vite grâce à l'intervention du voisinage qui a usé des moyens dont il dispose. Pas de perte en vie humaine, pas de blessés, mais les dégâts enregistrés sont énormes. Peur de mon lit, j'ai pris Dieu, c'est un dégât matériel. Je n'ai pas eu la perte en vie humaine. Mais le plafond de ma chambre, tout est brûlé. Lavabo, chauffe-eau, mon lit, toutes mes chaises, ma télévision, tout est parti. Mes habits, mes tenues militaires, mes tenues civiles, aucun. Désemparé de la situation, ce sinistré précise l'origine de l'incendie. L'origine de cet incendie est un coup de circuit. 48 heures, nous n'avons pas eu le courant. Le courant est venu subitement. C'est suite à cette force de courant qu'il y a eu cet incendie. Je peux demander le secours de l'armée, de mon corps d'origine. C'est comme ça. L'assistance de mon corps d'origine, l'état-major général des armées, et à l'ensemble de mes chefs. Les cas d'incendie deviennent récurrents dans la capitale guinéenne. Face à cette réalité, la population invite les agents de l'électricité de Guinée à éviter les délestages. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. Les travaux sur les voiries de Kouroussa et de Sigri avancent comme prévu. Les entreprises sont dans le délai contractuel. Le niveau d'avancement des travaux est de 50% dans l'ensemble. Les citoyens saluent cette avancée et invitent l'État à poursuivre cette politique de désenclaver les voiries urbaines de l'intérieur du pays. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma signe ce reportage. Les 15 km de voiries urbaines de Kouroussa sont répartis en 32 tronçons. Le nettoyage, le dégagement et la mise en forme sont terminés selon le responsable de Béjec. 7 km 500 sont imprégnés. 3 km déjà revêtus. Les ouvrages d'assainissement sont exécutés simultanément. La population est contente. Vraiment, nous sommes largement contents pour le travail du sang. Donc, c'est une acte qui est à remercier de la part du gouvernement Alpha Condé. La commune urbaine de Sigiri a bénéficié de 15 km 600, répartis en fonction des besoins et la densité de la population. 5 km 200 sont déjà bitumés. Le terrassement est en cours sur d'autres axes qui seront revêtus en janvier 2021 selon l'entreprise. La priorité a été donnée aux axes qui étaient impraticables pendant les grosses pluies. Pendant les saisons pluvieuses, la route a été complètement impraticable. Mais aujourd'hui, grâce aux bonnes œuvres du président de la République, la population de Sigiri est très fière de lui. Déjà, la circulation est très facile. D'ici à Danka, franchement, les citoyens ne peuvent que saluer cette œuvre salvatrice du président de la République. Au même moment, des travaux de pavage de 20 km sont en cours à Sigiri.
Parlons à présent justice. Dans ce journal, un accusé a été condamné jeudi par le tribunal de première instance de Kindia à 20 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, détention illégale d'armes légères. Madi Ousso, alias Malal, a été présenté par le tribunal comme étant le cerveau moteur des coupeurs de route de Kindia. Il a été condamné donc à lui payer la somme de 42 millions de francs guinéens à titre principal et 50 millions à titre de dommages et intérêts. Reportage Aboubakar Silla. Ce jeudi, 3 dossiers criminels étaient inscrits au rôle de l'audience. Mais sur les 3, c'est seulement un qui a été examiné par le tribunal de première instance de Kindia. Tous poursuivis pour vol à main armée, détention illégale d'armes légères, les accusés Madi Ousso alias Malal et Alpha Omar Bari ont été situés sur leur sort après avoir passé plusieurs mois à la prison civile du Kindia. Alpha Omar Bari, lui, a été acquitté par le tribunal pour des délits non constitués. Quant à Madi Ousso, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Une sentence que l'avocat de la défense trouve trop sévère à l'endroit de son client. Et il a été signalé, il n'a pas été pris la main dans la pâte. Mais c'est à travers les informations que beaucoup de parties civiles sont venus dire qu'ils ont été attaqués. À la barre, Madi Ousso a reconnu les faits de l'enquête préliminaire jusqu'à l'audience. Une audience qui a connu la participation de plusieurs connaissances et proches des accusés. Mais dans les jours à venir, l'avocat de la défense compte interjeter appel afin que le droit soit dit dans cette affaire. La décision est rendue en le condamnant à 20 ans. Nous allons relever appel contre cette décision et nous allons partir devant la cour d'appel de Conakry pour développer nos moyens de plus. Représentant le ministère de l'Action publique à l'audience, le procureur de la République près le TPI de Kindia n'est pas passé dans le dos de la cuillère pour son combat contre le grand banditisme dans sa juridiction. Toutes les fois que des présumés criminels seront déférés au parquet de Kindia, nous serons impitoyables à leur égard. Pour l'heure, les 2 autres dossiers criminels sont en cours d'examination au TPI de Kindia. Et dans les jours à venir, les verdicts de ces derniers tomberont aussi. Dans le reste de l'actualité, le mouvement syndical cherche toujours des alternatives pour se réconcilier alors qu'elle est minée par des querelles internes. Ce samedi, ils étaient une centaine réunis autour du syndicat national de l'éducation. Son secrétaire général en a profité pour présenter le bilan des 2 ans de sa structure. Il invite ses camarades à une solidarité pour répondre aux aspirations des enseignants. On fait le point avec Djibril Ba et Kiano Sadouba. Le syndicat national de l'éducation marque une pause et réfléchit sur son parcours. Convaincu du combat mené depuis 2 ans, dans l'accompagnement des apprenants et des encadreurs en difficulté, Pépé Balamou se dit satisfait des résultats. Mais il y a, dit-il, une chose qu'il faut rapidement résoudre. Il est temps que nous sortions de nos égos, de nos guerres de leadership, de nos guerres de représentativité, pour voir en face l'intérêt des enseignants qui sont nos mandats, qui ne demandent pas la couleur de peau, la religion, l'ethnie ou la couleur politique d'un syndicat, mais qui ont besoin tout simplement de voir leurs conditions de vie et de travail améliorées. Des centaines de personnes sont venues de l'intérieur pour tirer des leçons de 2 ans de lutte syndicale avec le SNE, sans oublier des responsables syndicaux. Ces derniers s'inscrivent dans le même registre avec Balamou. Ils veulent une révolution dans le mouvement syndical. N'est pas syndicaliste qui le veut, c'est qui le peut. Nous pensons que le SNE peut être l'un des meilleurs ou l'une des meilleures structures au niveau du système éducatif. Est-ce que c'est cela la vocation d'un syndicat? Je crois que non. Il va falloir faire un examen de conscience pour que dorénavant, que nous nous donnions la main et que nous travaillons. Le représentant du ministre de l'Éducation apprécie l'initiative. Il montre son adhésion, puis explique que bientôt certaines réformes seront effectives, notamment la digitalisation du système éducatif. Je vous encourage de continuer la lutte et comme pour rejoindre le secrétaire général de la centrale, agissez ensemble dans une unité syndicale. C'est ce qui peut nous amener des résultats et de grands résultats dans le système éducatif.
Ce moment reste une grande retrouvaille entre les leaders syndicaux. Mais il y a eu de grands absents tels qu'Aboubacar Souma, Abdoulaye Sow et autres. La plateforme Jeunes Solidaires en collaboration avec l'ONG belge TRIA a organisé ce samedi la 2e édition du prix du jeune entrepreneur solidaire lancé le 26 septembre 2020 à Conakry. Ce prix récompense 4 jeunes entrepreneurs qui vont bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahima Souri 5 Souma. Ce concours national vise à promouvoir l'entrepreneuriat jeune à travers la compétitivité dans les milieux ruraux et urbains en République de Guinée. Son objectif, créer l'émulation entre les jeunes membres du groupe autour de l'entrepreneuriat, encourager l'esprit d'entreprise pendant cette période de Covid-19, promouvoir l'autonomisation des jeunes et la réduction de l'immigration irrégulière. Nous sommes convaincus que ce projet permettra aussi de booster davantage les efforts des autres et mettre dans leurs priorités les questions liées à l'autonomisation des jeunes. Le concours Prix Jeunes Entrepreneurs Solidaires, déjà à sa 2e édition, se poursuivra chaque année avec beaucoup d'améliorations pour permettre de toucher beaucoup plus de jeunes. L'ONG belge Trias Guinée, qui accompagne cette initiative, pense qu'il est primordial d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets pour favoriser le développement du pays. Malgré la pandémie Covid-19 qui s'est abattue sur notre pays, ils se sont illustrés dans le bon sens et ils ont travaillé durement. Donc qu'ils soient remerciés ici par ma voix. Au terme du concours, 4 meilleurs projets ont retenu l'attention des membres du jury, dont 2 en création d'entreprise et 2 autres en gestion d'entreprise. Avoir le prix, ça n'a pas été facile. Ça a été le travail d'abord de plusieurs années. C'est mon engagement et mon courage qui m'a permis d'avoir ce prix aujourd'hui, d'être lauréate. Et je suis vraiment fière, je suis vraiment contente. Apprendre à se battre et reconnaître tes propres valeurs et connaître tes potentiels pour pouvoir au moins entreprendre quelque chose et pouvoir réussir. Surtout compter sur soi-même. Les récipiendaires pourront ainsi bénéficier d'une aide substantielle et d'un accompagnement personnalisé par l'ONG Jeunes Solidaires et ses partenaires. Entrepreneuriat encore, les produits guinéens ont-ils un avenir devant eux? Oui, répond la directrice générale de Kimus. L'entreprise, en dépit donc de la concurrence féroce des produits importés, il y a des Guinéens qui tentent de résister et même exporter ce que nous avons demeure. À la foire internationale de Conakry, une compatriote décide de mettre en valeur le piment, le miel, l'huile de Parme, entre autres, dans des emballages qui défient toute concurrence. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. Nous sommes au grand marché de Conakry à Dabondi, dans le pavillon C, au magasin 3, numéro 003. La confiance, les consommateurs en ont besoin avant d'engager leur argent. À l'image des autres pays, la société Kimus Sarl décide de faire la différence sur 3 tableaux. La sélection, l'emballage et le prix. La sélection d'abord du produit, on veille sur ça. L'emballage, on veille sur ça, mais en même temps, on accepte de vendre au même prix que le marché, pour éviter que les consommateurs ne regardent que le produit et qu'ils ne soient pas capables de consommer. Les produits guinéens ne souffrent d'aucune suspicion. Ils sont naturellement doux, il suffit d'une organisation pour les mettre en valeur. La directrice de Kimus possède des équipes sur toute la chaîne de production. Vous avez aussi les fonio, nous avons aussi le soumara, c'est-à-dire les céréales et les épices guinéens. En un mot, nous valorisons tout, nous mettons tout en bouteille et nous les préparons très bien. Nous avons des femmes à l'intérieur du pays qui sont chargées de ça. Les produits ne sont pas nouveaux chez les consommateurs. La différence se joue dans les emballages et la conservation. Après visite, certains clients sont conquis. En Guinée, nous avons tendance de ne pas connaître ce genre de produits comme ça, la manière, parce que tout ce que nous avons, on importe. Mais cette fois-ci, avec les bouteilles qu'on a, des boîtes qu'on a, il faut innover à mettre à conserver des produits à partir de là. Donc tout ça, c'est des produits locaux, tout ça, c'est de façon naturelle, artisanale, donc qu'il faut encourager. Désormais, l'une des ambitions de la société Kimus consiste à aller à la conquête des marchés internationaux. Et en plus, dans le cours de lait, nous allons commencer, si ce n'était même pas à cause du Covid,
nous avons l'intention d'exporter et pour montrer au monde entier ce que Dieu a pu donner à la Guinée. Ils sont déjà à Conakry pour la 3e édition du Marche du Rire. Le magnifique Maladamo, Précis la dégameuse, côté ivoirien et So Pedro, Tcherno Mamoudou et Kabakoudou ont égaillé le public guinéen vendredi. L'idée est de raffermir les liens culturels et amicaux entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Alcini Bari commente les images de Yacoba Traoré. Papa Ada, il a créé le groupe WhatsApp avec les animaux et les dans les paradis. Les gazelles, les moutons, les éléphants, tout ça, il n'y a pas de problème. Dieu, Wallahi. Ils étaient attendus et ils ont répondu présent. Le magnifique Maladamo, Précis la dégameuse, côté ivoirien, et So Pedro, Tcherno Mamou et Kabakoudou ont marqué le public guinéen. Des vannes, parfois des attaques, tout y est. D'ailleurs, Al-Soiré l'avait prédit ce vendredi, avant leur prestation. Imam Bari, il fait comme ça. Il n'y a pas 5 millions. Il touche ici. Il n'y a pas 5 millions. Il touche en haut, il n'y a pas 5 millions. Il soulève tapis là, il n'y a pas 5 millions. Imam Bari dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toutes ces personnes venues, à part ATT qui vient pour sa première fois en Guinée, tout le reste, ils sont chez eux. Ils sont plusieurs fois venus à différents événements et nous sommes très contents de les recevoir dans le Match du Rire 3, qui j'espère sera une très belle édition qui va réunir beaucoup de Guinéens autour de la sensibilisation, autour de la pandémie, autour du rire. Ici, il ne s'agit pas d'un duel, mais d'un amusement, une manière de solidifier les rapports entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Pour certains, la comédie est un moyen plus adapté que la diplomatie pour concrétiser cette volonté. Magnifique est très content, mais ce ne sera pas le cas à la fin de ces 2 événements, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Parce que comme à la première édition, je vais l'obliger à rester chez lui, il va rentrer fâché. Parce que première édition, il est rentré fâché. Il a dit, mais c'est qui le petit saut là? La 2e séance s'est terminée ce samedi au Palais du Peuple par un match grand public au grand bonheur des fans. Restons dans le même cadre. Le commissariat général de Festival était en conférence de presse ce samedi. Objectif, annoncer les couleurs de la 5e édition du Festival qui a démarré depuis le 22 décembre dernier à travers des formations. C'était à la Maison des Jeunes de Fria que cette conférence a eu lieu en présence des autorités locales. Alceni Tamoura, Idrissa Bari, Aboubakar Keke Bangoura sont nos envoyés spéciaux. C'est en présence du maire de la commune urbaine de Fria, accompagné de plusieurs cadres, que le commissariat général du Festival a annoncé les couleurs de l'événement. C'est au village du Festival, installé dans la cour de la Maison des Jeunes, que cette conférence de presse a été organisée. Lansana Bofa Kamara, maire de la commune urbaine, revient sur l'impact du Festival envers les riverains. Fria était dans les profondeurs abyssales de son économie. Les familles se sont déchirées. C'était des moments durs. Mais fort heureusement, Dieu nous a donné Maka. Maka et toute son équipe. Ils sont venus. Ils nous ont créé un festival. Pour quoi faire? En réalité, c'est pour oublier tant soit peu la douleur que nous ressentions à l'époque. Malgré la crise sanitaire qui frappe de plein fouet l'humanité, le commissariat général du Festival a tout de même tenu le pari de l'organisation de l'édition 2020 de cet événement culturel dans la cité de la Lumine. On lance cette édition qui est une édition qui vient dans un moment très difficile. On avait voulu faire beaucoup de choses. On avait voulu que cette année soit la meilleure des années, même si la première va rester gravée dans nos cœurs et dans nos mémoires. Mais avec cette histoire de Covid, vous savez, on a quand même dit que quoi qu'il arrive, on va faire le festival. Plusieurs artistes vedettes sont attendus pour le spectacle qui va démarrer ce samedi. Parmi eux, Mousto Kamara. En tout cas, je suis venu avec pas mal de surprises pour la jeunesse de Fria. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis après la sortie de mon 3e album, je n'ai jamais effectué un déplacement
pour l'intérieur. Sur place, toute la logistique est déjà prête et même installée, comme vous le constatez derrière moi. On attend le soir pour accueillir les artistes qui doivent prester au compte de la 5e édition du festival. Pendant cette période de Noël, la fondation Diaka Camara pour l'éducation n'est pas restée les bras croisés. Elle vole au secours des enfants démunis. C'est donc l'orphelinat La Voix des Sans-Voix qui a reçu des cadeaux venant de la fondation. Marissa Camara, Ibrahima Souma nous signe ce reportage. Ce n'est pas une première pour la fondation Diaka Camara pour l'éducation. La structure pense aux enfants orphelins en leur offrant des cadeaux. Puisque ce n'est pas la première fois que nous recevons la fondation Diaka Camara. Donc on remercie vraiment sa fondation, qu'elle continue sur ça. Elle a beaucoup aidé la Voix des Sans-Voix, elle continue toujours à nous assister. Cette fillette très émue fait des prières et des bénédictions pour Diaka Camara et sa fondation. Merci pour les cadeaux, merci d'avoir nous donné les cadeaux. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne tout ce que vous possédez dans la vie. Cette année a été une année très sombre pour le monde entier, a dit Diaka Camara. Ce moment de difficulté ne peut épargner ses enfants démunis. Et nous, c'est toujours un plaisir pour voir cette joie sur le visage de tous ces enfants. Et aussi encourager les personnes qui gèrent ces orphelinats, parce que c'est des personnes vraiment, c'est eux les vrais héros. L'orphelinat La Voix des Sans-Voix se réjouit également du geste de la fondation Diaka Camara. Ses responsables promettent d'utiliser à bon escient ces dons. Terminons ce journal par la littérature. Nous venons maintenant à cette polémique. Le livre de Kao Carré, la détention arbitraire d'Alpha Condé, dont la vente a été suspendue par le président de la République, selon une source de nos confrères de mosaïqueguinée.com. Nous avons cherché à savoir pourquoi cette suspension. Nous avons trouvé dans les pages quelques lignes qui ne plaisent pas à tout le monde. Le reportage est signé Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. On se souviendra de lui comme le premier ouvrage dont la vente aurait été suspendue par le président de la République. Selon nos sources, Alpha Condé aurait demandé à l'éditeur du dit livre polémique de suspendre sa vente. Le titre du livre, La détention arbitraire d'Alpha Condé, est pourtant révélateur. S'il est suspendu, c'est parce que dans ces lignes, notamment à la page 35, un passage retrace l'implication de l'actuel Premier ministre dans l'arrestation de celui qui était opposant en 1998 et au pouvoir depuis 2010, le professeur Alpha Condé. À la fin de la campagne, sachant que tous les leaders de l'opposition avaient demandé fermement à la population de refuser les résultats s'il y avait fraude, le gouvernement avait décidé de les mettre tous en résidence surveillée. En réalité, le professeur Alpha Condé était celui qui était le plus visé et il avait décidé de l'arrêter. Le ministre de la Sécurité Sékou Goureyssi Condé et son mentor Ibrahima Kassouri Fofana étaient les plus acharnés. Mais les lignes ne plaisent pas à tout le monde. Selon nos confrères de Mosaïque Guinée, le président de la République aurait rappelé à l'ordre son ancien ministre de l'Éducation, auteur du livre. Les mêmes sources affirment que le président aurait précédemment appelé l'auteur en faisant savoir à celui-ci tout son agacement à la suite de la publication de ce livre. De toute façon, l'auteur savait que son ouvrage ne plairait pas à tout le monde et donne, lors de la dédicace, un signe avant-coureur. J'ai posé dans ce livre des pierres d'attente. Je dis bien des pierres d'attente. Certains y trouveront ce que j'y ai mis. D'autres ce qu'ils y redoutent. Y trouveraient. Et quelques-uns ce qu'ils ont apporté. Voilà pourquoi je décevrai encore ceux d'entre vous qui vont me poser la question de savoir ce que je veux dire dans mes livres. La suspension de la vente du livre pourrait-elle être une censure ou une entrave à la liberté d'expression? Le livre a tout un caractère politique. Le président de l'Association des écrivains de Guinée soutiendrait l'auteur si la suspension de la vente provenait d'une autre personne, outre que l'auteur. Moi, je n'ai aucune preuve qui me dise de façon très claire c'est le président qui a décidé de la suspension. Je n'ai aucune preuve.
Fassili Demara affirme avoir échangé avec l'auteur du livre qui lui a fait savoir que le président de la République n'a rien à voir dans cette affaire de suspension. Le ministre Kao Karé, il m'a dit lui-même, de sa propre voix, que c'est lui qui a demandé à l'Harmattan de surseoir à la vente de son livre. Que c'est lui qui a demandé. Il a été très clair, il me l'a dit. Et il ne faut pas oublier que Kao Karé, ancien ministre, mais il appartient à un parti politique, donc c'est un politicien. Quand on publie un livre, on est entièrement responsable du contenu de son livre. Lui, en tant qu'homme politique, s'il y a des remous, il peut prendre part, il peut reculer, ce qui me paraît tout à fait normal. Kao Karé a-t-il vraiment reculé? La véritable question est de savoir pourquoi il a choisi ce moment pour publier son livre, quelques jours après l'investiture du président Alpha Condé, qui a promis dans son discours de gouverner autrement, après avoir mis en garde les cadres véreux et corrompus de son administration. Fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.